Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Alors, nous allons parler du rat des villes et des rats des champs. Vous connaissez tous cette fable de La Fontaine. Autrefois, le rat des villes invitait le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat des villes détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt. Et le citadin de dire « Achevons tout notre rot ». C'est assez dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos destins de roi, de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre. Alors, nous avons en fait une fable qui montre la comparaison entre deux situations, entre deux destins, entre deux façons de vivre, deux modes de vie, qui ont chacun leurs désavantages. L'un a l'abondance mais le risque, et l'autre a un peu plus de frugalité et une forme de plus grande sécurité. Et donc, ce qu'on va essayer dans cette chronique, c'est de comparer deux types d'entrepreneurs, celui qui est bien parti et celui qui galère rien, comprendre les atouts et faiblesses de chacun. Donc, on peut voir ça de plusieurs façons. Je propose de commencer par le côté géographique. C'est-à-dire que le rat des champs, c'est la France périphérique. C'est un concept qui est développé par beaucoup, mais il y en a un qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de ça, qui est Jean Poulit, et qui a une façon de regarder le monde qui est fonction du déplacement. Et voilà comment il présente la région parisienne en fonction de ceux qui sont à une heure, en moins d'une heure, qui peuvent atteindre le centre de Paris. Et vous voyez qu'il y a les zones en 83, les zones en 91. Donc, vous voyez l'amélioration de 91 par rapport à ce qu'il y avait en 83. Mais vous voyez aussi qu'il y a des zones blanches qui ne sont pas si éloignées de ça de Paris et qui sont, elles, à plus d'une heure de Paris, alors qu'elles sont à moins de 10 km. Donc, ça tient à l'idée que si on regarde depuis 1976, les gens continuent à faire le même nombre de déplacements par personne, qu'ils passent le même temps dans ces transports. Ils consacrent, on est passé d'1h16 à 1h23, enfin, donc c'est un peu la même chose, que si c'est en déplacement motorisé, c'est 29 minutes. Et voilà que ça ne bouge pas de 76 à 2001, que la vitesse moyenne augmente un petit peu et que la distance qu'on arrive à faire, c'est ça qui bouge. C'est ça qui bouge. Et donc, en fait, quand on regarde cette carte que je vous montrais, on prend tout point autour de Paris et on regarde qu'est-ce qui est à moins d'une heure. Alors ça, c'est avec des transports collectifs. Évidemment, quand vous avez des voitures, c'est une zone qui est bien différente. Jusqu'à ce que la mairie de Paris décide que tout le monde devait marcher à pied, que c'était vachement mieux. On a une région qui est définie par ces transports. Alors, ça a des impacts énormes, hein, puisqu'on Poulit, il a établi un lien entre les salaires annuels nets par actif d'une zone et sa capacité à avoir du monde qui est dans une zone d'une heure. Donc, vous voyez la différence entre Guéret et Paris, hein, et ça se met parfaitement sur une ligne droite en fonction du nombre d'habitants dans la zone d'une heure. Et c'est la même chose pour le PIB. Hein, le produit intérieur brut, vous voyez, c'est vraiment très, très lié à la zone de population. Et donc, le petit graphique que je vous ai montré pour l'Île-de-France, vous le retrouvez pour la France entière avec des zones qui sont inaccessibles et des zones qui sont incroyablement connectées.
Et évidemment, tout ça est complètement corrélé avec le PIB. Et quand vous regardez les pays voisins, bah, vous apercevez qu'eux aussi, ils ont des modes d'organisation très différents, avec finalement une meilleure utilisation du territoire sur une île comme la Grande-Bretagne, mais qui, il faut dire, est plus petite que la France, ou que l'Allemagne. Alors là, on n'a pas l'Allemagne de l'Est dedans, mais vous voyez que l'Allemagne est aussi très, très, très riche, très dense, avec aussi des zones blanches. Voilà. Et ce que ça met en avant, hein, c'est l'importance des infrastructures de transport qu'on met en place. Voilà deux exemples de zones qui ont vu une amélioration considérable par l'ajout d'une voie rapide. Donc là, c'est la 87, je pense, c'est la 87 qui fait Angers-La Roche-sur-Yon. Et puis là, vous avez la 89 qui n'était pas finie à l'époque, mais sur cette partie non finie, on arrivait à voir l'impact que ça avait non seulement sur une zone verte à proximité, mais sur toute une zone bleue, que ça allait considérablement améliorer. Et dans ce genre d'infrastructures, vous avez le Grand Paris, hein, cet ensemble de métros automatiques qu'on va faire autour de Paris, la ligne 15 notamment, et vous avez l'impact que ça va avoir ou que ça ne va pas avoir. Donc, il y a des zones pour lesquelles ça ne va pas changer grand-chose, toutes celles qui sont en blanc, et il y a des zones pour lesquelles ça va améliorer pour certaines de plus de 8 000 euros l'utilité économique par actif. Voilà. Donc là, le rat des champs, eh ben, c'est celui qui est dans les zones peu irriguées, peu accessibles, quand le rat des villes, lui, eh ben, il vit dans une zone favorisée, si on regarde ce prisme géographique, c'est-à-dire qu'elle est dense, avec une population, des infrastructures et population souvent, cette densité, ça s'accorde avec une densité d'un niveau d'éducation. Elle est riche en ressources parce que justement, il y a une accumulation de ressources intellectuelles et financières et technologiques, etc. Donc ça, c'est le rat des villes. Il est du coup bien entouré parce qu'il il y a de la densité. Souvent, bah, il a un environnement familial qui a plus de chances d'être en capacité de l'aider. Donc, il a un capital de confiance, des ressources, il a un réseau, il a des gens qui font figure de modèle pour lui et qui ne sont pas trop éloigné de ce qu'il peut accepter pour lui-même, et il va pouvoir trouver des partenaires plus facilement. Le rat des champs, donc on a bien vu qu'il n'était pas dans les champs à proprement parler, il était dans cette France périphérique, mais elle est caractérisée par le fait d'être loin du centre et loin de la décision. Et quand je dis loin du centre et loin de la décision, c'est y compris physiquement. C'est physiquement éloigné. Il n'a pas les mêmes accès, ni familiaux, ni d'éducation, ni de réseau, et encore moins de modèle de réussite. Alors, on peut regarder ça d'un autre point de vue, c'est le point de vue des études. On peut dire que le rat des villes, c'est celui qui a fait des études, le rat des champs, ça pourrait être l'autodidacte. C'est une autre façon de classer deux types d'entrepreneurs. Alors, pour le rat des champs, hein, les obstacles semblent évidents, il connaît moins de monde, il est moins conscient des opportunités quand il passe en face d'elles. Et en fait, on est finalement sur ce fameux schéma de compétent-incompétent, conscient-inconscient. Donc, on est inconscient qu'on est incompétent ou on est compétent inconsciemment. Donc, ça, c'est un vrai sujet pour ce type d'entrepreneur. Pour le rat des villes, pour autant, c'est pas, tout n'est pas rose au pays de la panthère, hein, puisqu'il a un coût de lancement élevé. Le coût de lancement, c'est-à-dire que le terrain est occupé, il y a du monde autour de lui, l'investissement initial est plus important,
il faut faire son trou, il faut se distinguer. Et en plus de ça, il a d'autres freins, notamment le fait qu'il a un coût social important à se lancer. C'est-à-dire que quand vous êtes un jeune diplômé, vous ne pouvez pas vous permettre de galérer pendant 5 ans. Vous ne pouvez pas vous permettre parce que vous avez tous vos camarades qui vous regardent en disant « mais qu'est-ce que tu fous ?» Et vous avez votre conjoint qui en général est lui aussi diplômé et qui dit « mais il est temps que tu redeviennes normal, là, tu me fais la honte. » Et puis tous les parents, tous les alliés, toute la famille lui expliquent que non, mais c'est pas comme ça qu'on entreprend. Il faut d'abord aller faire ses bêtises chez les autres. Et tu te lanceras plus tard. Sauf que plus tard, il aura une famille, il aura un crédit sur la maison, un chien, un chat, un nain de jardin à côté de l'allée. Donc, ça va être très compliqué plus tard. Ou alors, il faudra qu'il lève beaucoup d'argent. Et vous savez ce qu'on pense de la réduction de chances et de la réduction de réussite que constitue le fait de lever de l'argent. Si vous ne le savez pas, regardez nos chroniques, il y a certainement une chronique qui en parle déjà. Donc, pour lui, le milieu peut devenir un obstacle. Donc, en conclusion, pour Laura Deschamps, le sujet, c'est d'augmenter sa culture générale. C'est d'élargir son milieu physique restreint en utilisant l'immatériel qui est devenu incroyablement accessible. C'est les livres, c'est la discussion. Souvent, il a cet avantage sur le rat des villes d'être moins contraint socialement sur la discussion et la remise en cause. Les voyages forment la jeunesse, c'est sûr. Sortir de son lieu géographique pour aller faire des rencontres, pour voir l'environnement des autres, c'est essentiel. Et finalement, ce qui va compter, c'est de jouer la différence. C'est de tabler dessus, c'est de l'utiliser, non pas dans un sens d'une excuse, mais dans le sens d'une surprise. C'est tu viens d'une banlieue du 93 et pourtant tu parles un anglais parfait, je suis surpris. Je me dis que tu es différent et que on a intérêt à mieux te connaître et à comprendre que tu es différent. Donc, c'est là que il faut faire ça avec subtilité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'habiller en rappeur quand on vient des quartiers, ça ne va pas aider, mais le laisser comprendre permet d'avoir d'éviter la dissonance cognitive, d'éviter que quelqu'un se dise mais comment quelqu'un qui a l'air d'être un entrepreneur en réussite peut ne pas connaître ça ou ne pas avoir ces codes sociaux. Eh ben, il y a une explication. Ah oui, alors s'il y a une explication, du coup, tu es un entrepreneur intéressant, tu es un entrepreneur qui est en phase de réussite, et je comprends pourquoi. Pour le rat des villes, eh bien, ça va être tout aussi difficile parce qu'il va devoir se mettre en marge de son propre milieu. Il va falloir qu'il apprenne à agir comme un barbare. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'aide et on sera ravis d'y contribuer. Merci Jean-Christophe d'avoir rappelé deux choses essentielles. C'est que pour nos entrepreneurs, ceux qu'on rencontre quand on se déplace un peu dans ces zones blanches, un peu loin des axes, un peu loin des ressources qu'on peut avoir lorsqu'on est en concentration, en zone rouge sur les cartes, ils ne sont pas favorisés sur certains aspects. C'est sûr, c'est facile à comprendre. Et en même temps, ils sont favorisés sur d'autres aspects par rapport à ce jeune diplômé, entrepreneur, en décalage avec ses
ses petits camarades, en décalage avec son milieu social, et qui, lui, doit vaincre finalement d'autres obstacles que celui de, de s'en sortir. Donc, finalement, quand tu rencontres donc des entrepreneurs dans des endroits éloignés de province ou dans des petites villes américaines ou éventuellement dans des banlieues de grandes villes, finalement, quel est le premier conseil que tu leur donnes? Euh, Comme je disais, je pense que la culture générale est la clé. C'est facile parce qu'ils sont, comme tout entrepreneur, passionnés par par l'entrepreneuriat, l'idée d'entreprendre en elle-même. Donc, tout ce qui va leur permettre de savoir ce qui s'est fait, de savoir comment ça s'est fait, de savoir pourquoi ça s'est fait, de savoir pourquoi ça ne s'est pas fait, sont des outils à utiliser. Le deuxième conseil, c'est probablement d'apprendre à structurer sa pensée s'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer un professeur qui leur a enseigné ça. C'est finalement, ils ont souvent une grande capacité à s'exprimer, mais ils vont manquer de la structuration de la pensée qui fait partie des codes sociaux des rats des villes. Donc, de manière générale, en fait, l'entrepreneur doit réussir à devenir un rat tout court et ne plus être un rat des villes ou un rat des champs. C'est-à-dire, on pourrait renommer ta chronique Entrepreneur des villes et Entrepreneur des champs. Toi qui t'es retrouvé en Vendée il n'y a pas très longtemps, qui est un territoire d'entrepreneurs, qu'est-ce qui t'a frappé sur la façon dont finalement ce département un peu loin de tout, certes connecté par de nouvelles autoroutes, ce qui a simplifié un peu les choses, comment est-ce que ce département arrive à être un des plus dynamiques des départements français en matière d'industrie, par exemple? Écoute, c'est un département euh, qui est terriblement connecté, en fait. Je vous repartage la slide. Vous voyez le département, enfin, la Vendée, vous voyez, c'est là, hein. Donc, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être paumé, ça a l'air d'être loin. Mais en fait, vous voyez, il y a une incroyable, euh, il y a une incroyable densité dans cette zone. On n'est pas à Nantes, on est en dessous. Et pour autant, vous voyez, tout le monde se parle, tout le monde échange et tout le monde se, euh, tout le monde s'entraide. Donc, il y a, ce qui est vraiment sous-jacent c'est pour ça que j'aime beaucoup cette théorie de Jean Poulit, c'est que ça met en avant l'importance de l'échange, l'importance de la communauté, l'importance du travail collectif, de la création collective. Donc, c'est toujours, bien entendu, complètement relié aux notions d'effectuation, hein. On est dans ces moments où il faut faire le patchwork avec tout le monde, chercher les partenariats, chercher la co-construction. Ça fait partie des, des moyens de succès. Et c'est très intéressant parce qu'on connaît donc la Vendée enfin les entrepreneurs vendéens pour cette incroyable euh, richesse, mais on a la même chose quand on regarde les régions les plus riches d'Europe, ce sont juste des zones qui sont là encore incroyablement connectées. C'est le nord de l'Italie. Quand vous regardez l'Italie, il n'y a que l'Italie, il n'y a que le nord de l'Italie qui soit véritablement en, en cohésion. C'est la Flandre belge. Là encore, c'est des territoires où tout est à portée de main. C'est la Bavière qui est là aussi avec un très gros réseau d'autoroutes. Donc, c'est intéressant de se dire que ce qui fait la richesse, mais aussi une certaine joie de vivre, c'est la, le collectif, le fait de se retrouver ensemble.